8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains. Bienvenue à vous et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Le premier flic de France, Gérald Darmanin, dans la rue demain, lors du rassemblement des policiers, c'est sa place ? C'est très étonnant, c'est la première fois je crois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une manifestation organisée par des policiers qui disent leur colère, leur désespoir même devant la violence qui les frappe tous les jours, toutes les nuits, hier soir encore à Argenteuil, une violence qui se déploie en toute impunité. Et le ministre de l'Intérieur vient, alors je sais pas, moi je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on a mieux à faire que manifester, on a les leviers pour agir, et c'est ça qui est attendu aujourd'hui de Gérald Darmanin. Le problème c'est qu'il fait partie de ce gouvernement qui se vante d'avoir sorti 13 500 détenus de prison à l'occasion de la crise du coronavirus. Dans des conditions particulières, vous le savez. 13 500 détenus de prison. Vous savez aussi que pour entrer en prison aujourd'hui en France, il faut vraiment l'avoir voulu. Et donc, il y a quelque chose, des gens qui sont condamnés, pas qui sont en détention préventive. Il me semble qu'il y a quelque chose d'indécent aujourd'hui dans le fait de vouloir assumer dans une espèce de en même temps absurde, à la fois cette politique complètement laxiste du point de vue judiciaire et en même temps de venir manifester aux côtés des policiers. Vous y serez, je crois que si le gouvernement continue comme ça, le ministre de l'Intérieur deviendra le ministre des coups de menton et des condoléances et je ne crois pas malheureusement que ce soit de très bon augure pour la sécurité et pour la paix civile en France. Il y a les condoléances, mais pardonnez-moi, il y a l'émotion que le ministre de l'Intérieur vienne soutenir les policiers après les chocs de Rambouillet et d'Avignon. En quoi ce serait malvenu qu'il apporte son soutien en cette période ? Mais c'est évidemment très bienvenu qu'il apporte son soutien, mais le soutien que je crois les policiers et les gendarmes attendent, c'est celui de l'action du ministre chargé de les représenter, c'est celui de la reconstruction d'une chaîne pénale qui soit efficace. Annonce de peine durcie, annonce de mesures en partie attendues par les policiers et les syndicats de police, ça ne vous paraît pas suffisant ? Il ne s'agit même pas seulement d'ailleurs de durcir les peines sur le papier, il s'agit de faire en sorte qu'elles soient appliquées et de se donner les moyens qu'elles le soient. Aujourd'hui, le grand problème dans notre pays, et notamment pour pouvoir justement répondre à ce défi de la sécurité, c'est la restauration, la reconstruction de notre chaîne pénale. On a une justice qui est sous-dotée depuis très longtemps, qui n'a pas les moyens de ses missions. Il suffit de comparer les chiffres. Que ce soit la droite ou la gauche, quand vous étiez mais bien sûr, je ne dis absolument pas le contraire. La droite est comptable de ce bilan, comme la gauche, parce que malheureusement, depuis longtemps, nous avons laissé se dégrader les outils régaliens de l'État. Cela étant dit, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, et les gouvernements de droite ne se sont jamais fait gloire d'avoir fait sortir de prison 13 500 détenus d'un coup, à la faveur d'une crise épidémique. Hier, ce fut une nuit de tension et de violence dans une cité sensible d'Argenteuil, avec des tirs de mortier encore et encore sur les forces de l'ordre. Un député de La République En Marche, François Jolivet, propose plus largement d'engager, dit-il, la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants. Vous soutenez, vous signez tout de suite ? Mais encore une fois, je crois que le principal n'est pas de faire preuve de créativité juridique pour produire de nouvelles peines. Oui, on peut réfléchir à la question de la responsabilité des parents. Je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire sur la manière de les accompagner en amont. On est devant des parents aujourd'hui qui sont perdus, des familles qui sont fracturées, devant la déconstruction de l'autorité éducative, et l'éducation est l'un des sujets majeurs pour faire face aussi à ce défi de la fracturation de la société. C'est intéressant ce que vous dites, l'éducation. On en parle peu, souvent, à droite. Ce sont des mesures de répression, de fermeté, et on oublie l'autre jambe. Mais les deux sont complémentaires, hein, bien sûr. Encore une fois, je crois qu'on a un défi majeur qui est celui de reconstruire la chaîne pénale. Je prends des comparaisons européennes toutes simples, je le vois tous les jours au Parlement européen. En Allemagne, vous avez 25 juges pour 100 000 habitants. En France, vous en avez 10. La moyenne européenne, c'est 12 procureurs pour 100 000 habitants. En France, on en a 3. Si la France doublait le nombre de places de prison dont elle dispose, elle rejoindrait à peine la moyenne européenne. Donc, en fait, la question, c'est pas seulement d'inventer des nouveaux délits, c'est de se donner les moyens de faire appliquer les peines. Parce qu'il y a aussi un défi éducatif, et il n'y a rien de pire sur le plan éducatif que de promettre une sanction et de ne pas l'appliquer. Est-ce que vous êtes le défi crédible ? éducatif, oui. Je suis d'accord avec vous, il est majeur. On ne peut pas parler seulement de la répression, on ne peut pas parler seulement de la police et de la gendarmerie, parce que quels que soient les efforts des policiers et des gendarmes, on ne mettra pas un policier derrière l'épaule de chaque Français si on a manqué le travail éducatif, si on a détruit l'autorité dès l'enfance. On ne peut pas s'attendre à ce que la société fonctionne bien. Mais est-ce que vous êtes crédible, vous, à droite, chez les Républicains, pour mener tout cela ? Parce qu'on ne sait pas où les Républicains habitent ce matin encore, et vous allez y participer à un comité stratégique chez les LR pour décider du sort de Renaud Muselier. C'est un vrai feuilleton de telenovela. Ça se termine quand ? Et ça se termine, j'espère, dans la clarté. Renaud Muselier, et c'est ça le plus important. C'est pas encore arrivé. Hein. Renaud Muselier a fait le choix de s'allier avec La République En Marche dans le Sud.
moi je ne suis pas passionné par les sujets de parti, mais je sais seulement une chose, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Parce Alors que dites-moi si on clairement, manque de cette est-ce que vous clarté, lui retirez l'investiture Les Républicains, Renaud Muselier? c'est ce dont nous allons parler ce matin, Mais et je crois qu'il le faut. Je crois qu'il le faut, bien sûr, parce que je ne reproche rien à ceux qui pensent qu'il faut s'allier avec La République En Marche. Je veux dire par là que j'aime le pluralisme démocratique, que chacun suive ses convictions, mais je crois que la responsabilité de la droite, c'est d'incarner une alternative. Parce que si nous critiquons la politique du gouvernement, comment les Français peuvent-ils comprendre que nous nous puisque allions vous avec êtes lui un adepte ensuite ? de la clarté, est-ce que pourriez-vous nous dire, si vous étiez un électeur Les Républicains en région PACA, pour qui vous votez? Renaud Muselier, qui a des marcheurs sur sa liste, ou Thierry Mariani, ex-LR de votre maison, devenu RN? Moi, je vous dis très simplement, si j'étais en PACA aujourd'hui, je serais absolument déprimé parce que de l'autre côté, c'est pas la question que je vous pose. Je vous demande pas votre c'est la état réponse que je vous donne. Oui, parce mais que de ça, l'autre c'est pas côté, de la clarté, parce que de l'autre côté, on a Bellamy. Pardon, je termine. On a Monsieur Mariani. Monsieur Mariani est comptable de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Je suis fasciné de ce que parfois des électeurs du Rassemblement national me disent « Vous qui avez été au pouvoir, vous n'avez rien fait ». Mais moi, je n'ai jamais été au pouvoir. Monsieur Mariani, lui, il y a été pendant des années. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été député de droite pendant des années. Est-ce qu'on l'a entendu? Et par ailleurs, je le vois tous les jours au Parlement européen sur des sujets qui touchent, par exemple, au combat que je mène aujourd'hui pour la justice à l'égard de l'Arménie. Monsieur Mariani ne me paraît pas être de ceux qui mènent les combats les plus justes. Mais à ne pas répondre clairement, vous risquez de mourir de vos ambiguïtés. Est-ce que vous me dites ce matin que vous voteriez si vous étiez un électeur? Pas. Je vous dis très simplement, je ne voterai pas pour Monsieur Mariani. Non, je ne voterai pas pour Monsieur Mariani parce que Monsieur Mariani. Pour Monsieur Muselier? Je ne voterai pas non plus pour Monsieur Muselier. Vous votez blanc. Je serai totalement déprimé et je serai contraint de voter blanc parce que je ne serai pas représenté. Et ce pourquoi j'ai milité dans les derniers jours. Donc, entre le Rassemblement national c'est très clair. Et Monsieur Muselier, vous votez blanc. Ce pourquoi j'ai milité pendant tous les jours qui se sont écoulés depuis l'annonce du Premier ministre disant qu'il allait soutenir Renaud Muselier, c'est pour que notre famille politique crée une liste dans cette région pour que nos idées soient représentées. Je regrette que ça n'ait pas été le cas. Et on arrive à cette situation tragique où effectivement nous ne sommes plus représentés. Mais et vous moi, mettez sur le même plan Thierry Mariani, Rassemblement national, et quand même Renaud Muselier, encore à l'instant où l'on se parle, les Républicains, et vous n'êtes pas capable de me dire qui vous choisissez. Mais encore une fois, le drame, je ne suis pas le seul dans ma famille politique. Je pense à Éric Ciotti, je pense à Bruno Retailleau. Nous sommes nombreux à nous dire que nous ne voulons pas de cette espèce de situation mortifère dans laquelle nous serions privés d'alternatives. Et c'est contre cette situation dramatique que je m'engage aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte ce matin, un électeur des Républicains en PACA qui nous écoute et qui n'a pas, de consigne de vote. Je ne vais pas recevoir de leçons de morale. Je vous dis comment je détermine mon engagement. Tout ce qui me conduit à m'engager aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire une alternative pour la France. Parce que derrière la question des régionales, le plus important, c'est la question du choix que nous offrirons aux Français l'an prochain. François-Xavier Bellamy, votre camp dit-vous à établir une frontière, pardonnez-moi, étanche avec Emmanuel Macron, mais ce matin, vous ne dites pas la même chose par rapport au Rassemblement national. Est-ce que vous dites clairement qu'il faut une frontière étanche? Je vous ai dit, je ne parle même pas de frontière étanche, je vous dis simplement que je ne pourrai pas voter pour M. Mariani, parce que M. Mariani, d'une part, est comptable de l'état de la France aujourd'hui, et d'autre part, pour Monsieur Muselier quand même, qui fait partie de votre ADN, de votre famille. Sonia Mabrouk, je crois que vous comprenez parfaitement ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue, c'est qu'en nous obligeant à nous prononcer pour une option ou pour une autre, pour En Marche ou pour le Rassemblement national, on condamne la démocratie française à ce désespoir perpétuel. Et moi, je ne veux pas être obligé de me dissoudre dans l'une ou l'autre de ces deux polarités qui sont au fond deux opportunismes, on le voit très bien avec M. Mariani, qui sont deux calculs électoralistes qu'on a vu avec M. Muselier récemment. Au risque, ou alors ça dépend si c'est pas un risque pour certains, mais de faire gagner le Rassemblement national en région PACA. Le seul risque, mais les électeurs de PACA sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils doivent voter, ce qu'ils veulent voter, pour le discerner. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon travail comme responsable politique, c'est d'essayer de ne pas me laisser enfermer dans cette espèce de duel absurde. Un sujet qui fait consensus à droite, c'est la maîtrise, voire un moratoire sur les flux migratoires. Mais sachant que la natalité baisse et pour sauver le modèle social français, François Bayrou plaide pour un pacte démographique avec plus d'accueil, mais sous certaines conditions. Plus d'accueil, donc d'immigrés. Que lui répondez-vous ? Je trouve incroyable cette vision des choses qui consiste à penser qu'on peut déplacer des individus au gré de nos calculs démographiques, de nos besoins économiques. Au fond, cette vision rejoint celle que la gauche défend, qui est un mélange de bons sentiments, de naïveté et d'une forme de calcul intéressé. Ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la crise migratoire, que d'ailleurs M. Bayrou cite comme un exemple. Quand l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés sur son sol, M. Bayrou écrit que cette décision était très largement soutenue par le patronat
patronat allemand, ce qui est vrai, parce qu'il y avait besoin de bras pour faire tourner les usines, parce que la crise démographique est bien plus forte encore en Allemagne qu'elle ne l'est en France aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que d'abord, cette vision est d'un cynisme sans nom. Je vois aujourd'hui même au Parlement européen, nous allons voter un rapport présenté par les socialistes français qui nous dit qu'il faut regarder les pays en développement, les pays de départ migratoire comme un réservoir de talent. Un réservoir, c'est-à-dire quelque chose dans quoi on vient se servir. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé dans ce que vous dites? Plus de 5000 migrants ont déjà atteint l'enclave espagnole de Ceuta en une journée lundi, venus des plages marocaines par la mer, à la nage, utilisant parfois des bouées gonflables ou des canots pneumatiques. Qu'est-ce que vous faites face à de telles arrivées? C'est déjà sur le sol européen. Le vrai défi, ça n'est pas de baisser les bras en se disant que de toute façon on en aura besoin pour faire tourner des usines. La vérité, c'est que nos sociétés sont déjà très profondément fracturées. Quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, s'enthousiasme de la créolisation de la France, se réjouit et fait applaudir le fait que 50% de la population française sera métissée en 2050. La vérité, c'est que c'est pas du tout une créolisation qui est en train de se produire. C'est une fracturation. C'est une fracturation. Mais vous iriez jusqu'à dire que c'est un grand remplacement. Ce mot, vous iriez jusqu'à dire que cette créolisation, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous dit merveilleux, la créolisation est en train de se produire, 50% de la France sera métissée en 2050. Pour le dire autrement, Jean-Luc Mélenchon dit le grand remplacement, ça n'existe pas, mais c'est quand même génial. Quel peuple est assez fatigué pour applaudir le fait que des gens venus d'ailleurs sont en train de le transformer, parce que c'est ce qui est en train de se produire. Et par ailleurs, cette vision raciste, parce que c'est une vision raciste de la société. Qui a une vision raciste de la société? Mais dire que la société est en train de se métisser, c'est regarder les gens. Jean-Luc Mélenchon serait raciste en parlant de créolisation? Moi, je trouve ça très raciste de parler de cette espèce de jubilation du métissage. La vérité, c'est que ça ne correspond pas du tout à l'identité de la nation française. La France, ça n'est pas une ethnie qu'on vient métisser. La France, c'est une culture qu'on vient rejoindre. Vous allez nous dire assimilation, c'est ça? Bien sûr. Mais pour paraphraser De Gaulle, on peut assimiler des individus, mais peut-on assimiler des peuples? Et pour le coup, pardonnez-moi de le dire, mais il y a une convergence parfaite de ce point de vue-là entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron qui déclarait en décembre dernier dans l'Express qu'il fallait rompre avec l'idée de l'assimilation et retirer ce terme de notre Code civil. Le Code civil dit aujourd'hui que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté nationale. C'est une vision profondément universaliste, une vision qui est justement opposée à toute forme d'ethnicisme. Et il y a de fait des Français venus d'ailleurs qui ont donné dans toute l'histoire leur vie pour la France, des Français venus d'ailleurs qui ont illustrer la littérature, la culture française parce qu'ils l'ont rejointe et qu'ils l'ont épousée. Mais cette prétention au métissage est une forme de violence absurde et une conception, encore une fois, je le redis, ethniciste de l'identité française que je crois totalement contradictoire avec nos principes fondamentaux. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs bien sûr.